Bonsoir, c'est Sans filtre, une émission de parole citoyenne que nous faisons en direct intégral de Saint-Ouen. C'est un lieu qui s'appelle Communal, c'est un lieu de vie, on peut y dîner, y manger, rencontrer des amis. C'est assez symptomatique de la mixité sociale qu'on trouve dans cette ville de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Je suis d'autant plus ému d'être là que mon père, quand j'étais gosse, travaillait dans une grande usine Ferrodo à 2 pâtés de maison d'ici. Il travaillait à la chaîne et c'était assez révélateur de ce qu'était Saint-Ouen à l'époque, c'est-à-dire un nom qui sonnait beaucoup dans la culture ouvrière et populaire. Pourquoi on est en direct? Pourquoi on a déprogrammé une émission qu'on avait prévu de faire sur la violence scolaire? C'est parce qu'aujourd'hui, c'était un jour de mobilisation pour certains, de crainte pour d'autres, certains désordres, certaines manifestations, des forces de l'ordre prises à partie, mais aussi quelque chose de très révélateur d'un malaise social qu'on va essayer de scruter avec des gens de toutes opinions. Certains sont engagés dans des syndicats, des associations, d'autres ne le sont pas. Certains étaient partisans de ce mouvement, y ont participé, d'autres partisans mais le regardaient de loin, d'autres rigoureusement hostile, et on va essayer de croiser toutes ces paroles. Je suis accompagné par Lise Fogel, que vous connaissez, c'est ma consoeur de France Info, qui suit ce mouvement depuis quelques jours et à qui je vais demander de faire un point un peu régulier sur ce qui s'est passé, et puis qui m'aidera aussi à gérer la parole, qui est une parole libre, citoyenne. C'est vraiment l'ambition de cette émission. Je vais commencer d'abord par interroger Jonathan Dos Santos, parce que je ne sais, bon, vous êtes engagé syndicalement et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est d'abord votre vécu que je voudrais entendre, parce que vous êtes employé à Stellantis à Poissy. C'est un autre symbole. C'était Poissy, la grande usine automobile. Elle est menacée de fermeture et je pense que aujourd'hui, c'est aussi l'angoisse de cette fermeture qui a poussé vos camarades et vous à vous mobiliser. Donc bonsoir à tous. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, on a un avenir jusqu'à 2027. La direction a annoncé qu'après fin 2027, on n'avait pas de nouveaux véhicules, pas d'activité complémentaire. Donc c'était aux organisations syndicales de proposer des solutions, des projets. Et aujourd'hui, nous, salariés, on arrive à l'usine, on a une boule au ventre parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir. Il n'y a aucune communication qui est faite. Et pourtant, on a le savoir-faire, on a les compétences, on a tout ce qu'il faut dans l'usine pour accueillir un nouveau véhicule, pour continuer à travailler au sein de l'usine de Poissy. La fermeture, elle est actée, elle est... Elle n'est pas actée officiellement, mais du moment où lors d'une réunion officielle, ça s'appelle une réunion plan moyen terme, ils nous disent que, et c'est une grande première, hein, ça c'est jamais arrivé avant, et qu'ils nous disent, voilà, après 2027, on ne sait pas quoi vous dire, on n'a rien à vous dire, on n'a pas de proposition de nouveaux véhicules, sachant que quand on doit avoir un nouveau véhicule, non, ça prend au moins 2-3 ans avant, temps de le mettre en place. Écoutez, vous, organisation syndicale, proposez-nous quelque chose. Nous, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, qui dit rien, ils vont pas dire officiellement c'est une fermeture, mais s'il n'y a rien, je ne pense pas que janvier 2028, on regardera les oiseaux passer, quoi. Il y a eu beaucoup de gens concernés chez vous, à l'usine, par le mouvement d'aujourd'hui, où beaucoup se réservent pour la journée intersyndicale, j'allais dire plus classique, de la semaine prochaine? Non, il y a quand même pas mal de salariés qui ont été concernés par le mouvement d'aujourd'hui. Nous, notre organisation syndicale, la CGT, on a aussi fait une action devant l'usine avec une distribution de tracts. 98% du tract parlé par rapport à l'avenir du site. Mais bien sûr, on a accompagné le mouvement qu'il y avait aujourd'hui, mais on est resté très concentré sur le site de Poissy. Monia Douadi, merci. On parlera tout à l'heure, vous, de votre engagement dans l'association que vous avez créée sur les familles monoparentales. Mais j'aimerais, avant de vous demander si vous êtes senti concerné par le mouvement d'aujourd'hui, que vous nous racontiez les spécificités finalement de ces familles monoparentales. C'est souvent des femmes qui se retrouvent seules avec des enfants à la suite ou du départ ou de la séparation de leur conjoint ou de leur conjointe, avec, même si, comme c'est votre cas, vous êtes cadre, des grosses difficultés de fin de mois, parce que je pense que ce qui va rassembler beaucoup de gens ici, quelles que soient leurs opinions différentes, c'est aussi l'angoisse des fins de mois et du rouge à la banque. Alors tout à fait.
Tout à fait. Donc oui, les familles monoparentales, effectivement, connaissent d'énormes difficultés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre 30 et 40% des familles monoparentales sont sous le seuil de pauvreté, que plus de 40% pratiquement vivent dans un logement social. Beaucoup vivent dans des logements suroccupés, il manque des chambres, il manque de la place. Et donc oui, effectivement, on sent une précarité de plus en plus prégnante pour les familles monoparentales. Même quand on est cadre, effectivement, le reste à vivre, selon la ville où on habite. Si on habite à Paris, on a beau avoir un bon salaire, en fait, on n'est éligible ni au logement social, ni à aucune aide sociale. Donc en réalité, le reste à vivre fond comme neige au soleil et c'est de pire en pire. Vous vous êtes senti concerné par le mouvement d'aujourd'hui ? Je vais garder le micro. Excusez-moi. Donc oui, évidemment, je me suis sentie concernée, comme beaucoup de Français, car on est beaucoup à avoir un sentiment à la fois de ras-le-bol et surtout un sentiment de ne pas pouvoir trouver de solution. C'est vrai que la valse des gouvernements, la valse des ministres, les interlocuteurs, notamment pour les associations, changent sans arrêt. On a eu... Concernant les familles monoparentales, il y a eu 6 ou 7 missions gouvernementales ou sénatoriales depuis 3 ans. Il y a eu au moins 6 ou 7 projets de loi déposés. Aujourd'hui, rien n'est passé. Le seul amendement qui a été voté aujourd'hui depuis 3 ans, qu'on parle de ces familles, beaucoup depuis 3 ans, en fait, a été totalement éludé par la dissolution. C'est intéressant de vous entendre parce que nous, journalistes, on a tendance à se repaître des épisodes de vie politique, de dissolution, de nouveaux gouvernements et tout. Il faut voir que quand on est engagé associativement sur le terrain, ça veut dire aussi des propositions de loi ou des projets de loi qui sont au point mort et des réformes attendues qui n'arrivent pas. Encore un ou deux témoignages avec celui d'un agriculteur, Christophe Grison. Vous êtes céréalier maraîcher dans l'Oise. On a beaucoup parlé de l'engagement des paysans au moment des Gilets jaunes. Est-ce que vous vous êtes senti concerné par le mouvement d'aujourd'hui? Et est-ce que vous partagez au moins ce qu'on vient d'entendre, à savoir cette tension au niveau du quotidien, des moyens de vie, de subsistance? Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Effectivement, le monde agricole est aussi inquiet. Moi-même agriculteur depuis 35 ans, comme vous le disiez, à la base nous étions céréaliers, on a cherché diversification, on s'est lancé dans les légumes en circuit court pour justement avoir un magasin à la ferme, faire du contact. Et avec certains collègues, on est quand même inquiets. Et nous, on a décidé de faire l'opération demain matin pour justement appeler la population à un sursaut agricole. Nous, voilà, notre état d'esprit avec une dizaine d'agriculteurs, c'est complètement apolitique, mais c'était plutôt de dire, si on ne change pas le modèle ou si on ne change pas le cap, eh ben, dans quelques années, on va avoir des difficultés à avoir une agriculture française qui va se maintenir. Et il y a un vrai enjeu, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici moins de 10 ans. Si on ne trouve pas un nouvel enjeu économique ou un attrait pour les jeunes, on risque d'augmenter encore plus les importations de produits agroalimentaires de l'étranger. Et ce n'est pas les accords du Mercosur qui nous rassurent en ce moment. Et les amis paysans que j'ai, ils sont finalement partagés. Ils ont souvent des enfants qui rêvent de reprendre le boulot de leur père parce qu'ils l'ont vu. Et en même temps, les pères ont tendance à dissuader leurs gosses alors que c'est leur rêve le plus profond parce que c'est devenu trop difficile. Mon fils a 25 ans, j'ai 3 enfants et il m'a avoué que si un jour il n'arrivait pas à reprendre la ferme, il considérait que c'est un échec pour lui. Mais la sagesse d'aujourd'hui économique me dit soit ça sera un double actif, ou soit il faudra qu'il ait un projet complètement différent. Ou voilà, je suis inquiet pour son avenir, c'est clair. Donc là, en ce moment, il est plutôt sur la recherche d'un métier dans l'agroalimentaire, peut-être un parallèle au monde agricole. Et dans quelques années, on se posera la question. Mais si l'économie agricole d'aujourd'hui ne change pas, je pense que dans quelques années, malheureusement, il ne pourra pas revenir. On va continuer ce mini tour de table avant de rentrer vraiment dans le débat. Sylvie de Bellemanière, vous êtes boulangère, d'ailleurs dans une boulangerie qui porte, vous êtes gérante dans une boulangerie qui porte votre nom, dans le centre de Paris, rue de Turbigo. Je vois même exactement où elle est. J'imagine que votre chiffre d'affaires aujourd'hui n'a pas été formidable parce que c'était quand même dans le quartier où ça a le plus fricoté entre les manifestants et les policiers. En effet, aujourd'hui, c'était très animé. Moi, j'ai eu un peu de peur pour mon personnel parce qu'on est quand même sur pignon sur rue. Bon, il y a quand même beaucoup de forces de l'ordre qui sont arrivées en début d'après-midi qui ont complètement bouché la rue, donc c'était rassurant. Mais c'est vrai que c'était rassurant, mais en même temps, c'était peut-être dissuasif pour les clients qui voulaient s'acheter un sandwich ou un croissant, non? Les clients, ils n'ont pas été présents cet après-midi, ça c'est sûr.
Et comment vous regardez ce mouvement, à part la gêne personnelle que ça peut, et économique que ça a pu vous procurer pour vous? Ben, un peu comme tout le monde, hein. On subit, on est attentif et moi je comprends, tous ces gens qui en ont ras-le-bol. Maintenant, là, c'était quand même violent. Bon, moi, je fais pas de politique, hein. Je suis là, je travaille beaucoup, j'essaie de sauver ma peau en ce moment. Là, ça fait 1 an que ça dure. Donc, oui, je suis quand même... C'est-à-dire, vous êtes partagé, il y a des choses dans les revendications qui font écho à votre propre quotidien, et en même temps, ces moyens d'action-là... Non, mais c'est ça, pour la santé de mon entreprise, effectivement, c'est pas vivable, enfin, c'est très compliqué à gérer. On en reparle tout à l'heure. Lise Vogel, vous avez donc suivi aujourd'hui ces manifestations. Alors, évidemment, la France n'était pas bloquée comme peut-être certains militants l'espéraient. N'empêche qu'il y a eu quand même beaucoup de manifestations, même minoritaires, elles ont été actives. Et quoi qu'il en soit, c'est révélateur d'un malaise extrêmement profond dont on essaye ce soir de dessiner un petit peu les contours. Oui, ça, on peut vraiment le dire, Michel. La situation sociale aujourd'hui, je pense que c'est pas galvaudé de dire qu'elle est explosive. Après, si on se parle vraiment des chiffres, selon le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, à travers toute la France, ce sont 175 000 personnes qui se sont mobilisées. Chiffre de la CGT un peu plus important, 250 000 personnes, donc selon l'organisation syndicale. Pour la France insoumise, il y a eu jusqu'à 500 000 manifestants. Alors évidemment, il y a toujours cette bataille des chiffres et ça peut être compliqué à comprendre, mais si on se base sur les chiffres de Beauvau, ça reste une journée en demi-teinte pour les manifestants parce que c'est quand même 100 000 personnes de moins que sur la première grosse journée de mobilisation des Gilets jaunes. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas dire pour autant qu'il n'y a pas ce malaise que vous évoquez. Stéphane Manigold, vous êtes restaurateur. On parlait de la boulange tout à l'heure. Quel regard vous portez sur ce type de mouvement? Est-ce que c'est d'après vous des bonnes manières de réagir à la situation? Est-ce que vous comprenez cette contestation? Écoutez, il y a 2 points de vue. Le premier, c'est qu'évidemment, je comprends. Et vous voyez, j'ai demandé à des salariés de m'écrire quelles seraient leurs revendications. Ils ont fait le choix de ne pas manifester. Et ils m'ont dit, moi, la vraie colère, c'est de voir le frigo se vider quand la fiche de paye ne suit pas. C'est de voir le plein d'essence qui coûte plus cher que la sortie du week-end. C'est de voir que son enfant décroche à l'école parce que manque de profs. C'est attendre des mois pour un rendez-vous médical. C'est de vivre dans nos quartiers où la sécurité a disparu. C'est de travailler dur et d'avoir toujours le sentiment que ça ne suffit pas. Et moi, je pourrais rajouter que parce que j'ai un parcours où moi-même je viens... et je suis issu de la pauvreté, je suis un enfant de la DAS, je me suis construit par le travail, l'effort et la persévérance, et je vois ici des visages de diversité sociale, de différents environnements. Et je voulais juste remercier cette France qui se résigne chaque jour, qui porte ce pays avec la solidarité, avec cœur. Il faut le dire très clairement, ça fait 2 mois qu'il y a un battage, que les politiques essayent, où certains partis politiques essayent de manipuler la misère des autres. Ce sont des businessmen de la misère. Et je voulais féliciter toute cette France qui est allée travailler, qui se résigne chaque jour, qui porte ce pays par la solidarité, par l'impôt. Parce que si je suis là aujourd'hui, cher Michel Field, c'est parce qu'il y a des gens qui ont payé des impôts que j'ai pu aller à l'école. C'est parce qu'il y a des gens qui ont payé de l'impôt que j'ai pu me soigner. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pu payer l'impôt que le service public existe. Ils ne veulent pas en réalité que ça change. C'est leur fonds de commerce. Leur fonds de commerce, c'est votre misère. Alors je voulais juste féliciter toutes celles et ceux qui ne sont pas tombés dans le panneau. Pascal Santoni, merci. Vous êtes retraité. Oui. Vous êtes retraité, donc quand on est retraité, on est plutôt boomer, et donc on a été pointé du doigt par d'autres boomers d'ailleurs, bon, qui ont quitté la scène publique au moins pour un temps. Vous entendez ce qui vient d'être dit? Ça résonne en vous? Ça ne résonne pas nécessairement de bonne manière. Oui, je suis retraité, j'ai soutenu la journée d'aujourd'hui parce que les raisons de la colère des retraités sont nombreuses. Je ne vais pas toutes les énumérer, on n'aura probablement pas le temps, mais j'aimerais au moins m'insurger contre une chose. Nous en avons marre, nous ne supportons plus d'être accusés, d'être des privilégiés, des nantis. Nous ne supportons plus d'être opposés aux salariés actifs.
aux chômeurs, aux sans-emploi, à la jeunesse, qui souvent galère. Nous ne le supportons plus. Il faut que tout le monde sache, certains, ce ne sera pas nécessairement une découverte, que la moitié des 17 millions de retraités perçoivent une pension inférieure au SMIC. Qu'il y a 2 millions de retraités aujourd'hui qui perçoivent une pension inférieure au seuil de pauvreté. Que les femmes retraitées perçoivent 25 à 30% de moins que les hommes retraités. Est-ce qu'on va continuer à dire que nous sommes des privilégiés? Le problème, en plus, c'est qu'on essaie de nous culpabiliser, évidemment, parce que si on veut éteindre notre colère, si on veut nous neutraliser, il faut nous culpabiliser. Et les vrais privilégiés, j'espère qu'on aura ce soir l'occasion et le temps d'en parler, on en parle rarement. Vous vous rendez compte que dans ce pays, il y a de vrais privilégiés. Il y a 500 familles qui ont accumulé des milliards en l'espace de 10 ans. On a 1000 milliards de dettes en France depuis 10 ans. Eh bien, il y a un certain nombre de milliardaires qui ont accumulé 1000 milliards dans leur fortune de plus dans ces mêmes 10 ans. Mais qui participent aussi, vous diront d'autres, à la richesse du pays. Évidemment. Et à l'emploi des salariés, etc., etc. Absolument, oui. Et leurs salariés participent à leur richesse. Mais monsieur parlait des impôts. Et moi, je suis pour les impôts. Évidemment, pour les raisons que vous dites. Mais j'aimerais que tout le monde paye les impôts à leur juste mesure. Or, on sait aujourd'hui que les plus riches de ce pays, c'est eux qui en payent le moins. En tous les cas, beaucoup moins que la moyenne de ceux d'entre nous qui payent normalement leurs impôts. J'aimerais qu'une plus grande justice fiscale s'établisse dans ce pays. Monsieur, j'apprécie le début de vos propos. De ne pas diviser cette France, de ne pas diviser Paris et la province, de ne pas diviser les jeunes et les moins jeunes, de ne pas diviser ceux qui travaillent et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un emploi. Je partage ces propos, mais vous ne pouvez pas conclure en stigmatisant 500 familles. Ces 500 familles, croyez-moi, personne n'en parle, mais ils ont des fondations. Moi, je les ai vus dans les quartiers venir, sortir de la misère, les mômes. Et on n'en parle pas parce que les grandes choses se font dans l'ombre. Et vous ne pouvez pas commencer votre propos. Il faut que la France arrête de se fracturer. Il faut que la France, elle se réunisse. Il faut arrêter de dire c'est la faute de l'autre si je vais mal. Non, parce que regardez, vous voyez quoi ? Ils ont proposé ce mouvement bloquons tout. Mais c'est pas bloquer la France qu'il faut. Il faut la débloquer. La France, elle est déjà bloquée. Enfin, est-ce que demain, celui qui ne peut pas remplir son caddie, est-ce qu'il va mieux le remplir demain? Non. Est-ce que le retraité, il vivra mieux de sa pension? Non. Est-ce qu'en ayant bloqué les cartes bancaires, les gens... Mais non, mais... Oui, oui, c'est très bien. J'ai une colère. Oui, je pense que cette colère, elle est partagée. Pas trop fort, pas trop fort. Pardon. Vous avez raison. Voilà. Et moi, je suis une boule d'énergie. Je suis debout depuis 5 heures du matin. Et je fais partie, comme celles et ceux qui sont ici, de cette France qui travaille. Le retraité, c'était trop beau. Vous m'avez empêché la belle transition que je voulais, mais c'est pas grave, Stéphane. Passez le micro à votre voisine parce qu'on avait le retraité et la représidente de l'UNEF et l'étudiante, donc la jeune et le vieux, on pourrait dire. Mais vous savez, moi, le point commun que j'ai avec mon arrière-grand-mère, c'est qu'on ne remplit pas notre frigo et qu'on se chauffe pas l'hiver. Et donc, en fait, évidemment que moi, je me reconnais dans tout ce qui vient d'être dit, parce que la raison pour laquelle moi, j'étais dans la rue, c'est parce que mon frigo est vide. C'est parce que je ne peux plus me chauffer l'hiver. C'est parce qu'il y a un étudiant sur 2 aujourd'hui qui ne réussit pas à se nourrir correctement. Un étudiant sur 3 qui renonce à des soins pour des raisons économiques. Et en fait, bien évidemment que si, il faut aller chercher l'argent au bon endroit et qu'il faut aller avoir des justes mesures de répartition des richesses. Parce que moi, avec ce que j'ai par mois, qui est très peu, quand je paye 20% de TVA, je paye beaucoup plus d'impôts qu'un certain nombre de milliardaires qui, eux, 20% de TVA, bon, c'est un point de détail. Et donc, en fait, il y a un moment donné où il faut aussi noter que oui, nos services publics vont mal. L'université, c'est quand même un besoin d'investissement de 8 milliards par an. Bon, quand on compare à certains budgets de l'État, c'est pas énorme. Et où, en fait, ça permettrait ne serait-ce que d'étudier dignement. Et s'il y a bien un point de convergence entre les familles monoparentales, les personnes retraitées, l'ensemble des précaires de cette société, c'est qu'on n'en peut plus et que la colère, elle doit s'exprimer. Et quand elle s'exprime justement, le mouvement des retraites, on nous ignore. Et donc on ne peut pas se plaindre qu'à un moment donné, des gens décident de poser des dates, de demander le blocage, parce que rien ne marche avec ce gouvernement et que c'est insupportable, en fait. Et elle est là, la colère. Rien ne marche avec ce gouvernement, vous ne pouvez pas le dire parce qu'il vient d'être nommé. Ce président, c'est une blague, ce gouvernement, généralisons. Nicolas Daillot, porte-parole de la Confédération des petites et moyennes entreprises. J'imagine que
là aussi, les propos que vous venez d'entendre, il y en a qui résonnent, y compris avec ce que disent vos syndiqués. Et en même temps, j'imagine aussi, connaissant un peu mon affaire, que vous n'étiez pas un chaud partisan de cette journée de blocage. Bonsoir à tous. Non, pas tout à fait, évidemment. Néanmoins, on comprend la situation. On sait bien qu'on est dans une France qui souffre. On sait bien qu'on est dans une France fracturée, fragmentée. Et finalement, la situation d'instabilité politique dans laquelle on est depuis des mois désormais fait souffrir aussi les entreprises comme fait souffrir les salariés, car les intérêts des salariés et des entreprises sont les mêmes. Et d'ailleurs, finalement, le stigmate de cette journée, qui est le signe que la société va mal, c'est bien la démonstration que la France ne produit pas assez de richesses, que le travail ne paie pas suffisamment en France pour que chacun puisse remplir son frigo, puisse être rassuré par son avenir, puisque finalement votre introduction a été une excellente démonstration de ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui représente 350 000 entreprises, qui ne sont pas des grands groupes, qui sont des petites entreprises patrimoniales, familiales, donc a des propositions concrètes à faire. C'est-à-dire que malgré les dépenses publiques très importantes dépensées dans notre pays, on voit bien que ça ne fonctionne pas, le modèle est à bout de souffle et doit être repensé autour de l'entreprise. Je pense qu'on rentrera dans le détail un peu plus tard pour ne pas être trop long. Mais c'est vrai que pour pouvoir produire des richesses, il faut libérer la société française. On pense qu'il faut réduire une partie des dépenses publiques pour arriver justement à donner du souffle aux entreprises qui vont pouvoir embaucher, investir et permettre à tous les Français d'augmenter leur niveau de vie. Juste un chiffre pour terminer. Vous savez qu'il y a 70 000 entreprises qui vont sans doute se retrouver en situation de défaillance cette année et que la France est désormais depuis quelques années sous le seuil moyen du PIB par habitant en Europe. Donc on est un pays qui a entamé une phase de déclin. Et cette phase de déclin, eh bien, elle se traduit par des situations graves que vous entendez, que vous avez illustrées et qui expliquent cette journée d'aujourd'hui. Merci. Gilles Wittgenstein, je rejoins un vieux complice, analyste, responsable de la Fondation Jean Jaurès. Votre boulot, c'est d'analyser un peu les grands mouvements de société. Là, on est devant ce panorama, je trouve, assez expressif de ce qu'on vit ces temps-ci, devant une société totalement fracturée, où les intérêts convergent et divergent à la fois, où les dynamiques, finalement, ont beaucoup de mal à se mettre en place. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose, je ne dirais pas de nouveau, mais qui s'aggrave quand même de décennie en décennie. Bon, moi, j'ai écouté très, très attentivement tous les témoignages. Et la question que je me posais à chaque fois, c'est dans quelle mesure ça vient conforter ou à l'inverse, est-ce que ça vient dire le contraire des études sur la société qu'on mène. Et il y a quelque chose qui m'a frappé pour faire écho à ce que vous dites, Michel, c'est qu'il y a 20 ans, si on essayait de synthétiser l'opinion des Français, il y avait un pessimisme collectif, mais un optimisme individuel. Et c'est ça qui est en train de bouger, c'est-à-dire que le pessimisme collectif est encore plus fort, mais le pessimisme individuel commence à gagner. Et ce que je retiens, moi, des premiers témoignages qu'on a vus, c'est deux choses qui font écho à toutes les études qu'on fait sur l'évolution de la société. La première, c'est la difficulté du présent. Difficulté du présent, on a eu beaucoup de témoignages avec les chiffres, ça allait des étudiants aux retraités, aux familles monoparentales. La formule que vous avez évoquée, sauver ma peau, ce que vous-même avez dit sur un de vos salariés qui disait on travaille dur et on n'arrive pas, et ça ne suffit pas. Avec un chiffre, moi, qui n'a pas été cité là, qui m'avait frappé il y a quelque temps, on avait demandé aux Français le 10 du mois combien il vous reste sur votre compte en banque, et vous aviez 30% des Français qui disaient il me reste moins de 100 €. Donc il y a ça, c'était le premier point, la difficulté du présent. Et puis la deuxième chose, je trouve, qui ressortait de ce qui a été dit, c'est pas seulement la difficulté du présent, c'est l'opacité de l'avenir. Et ça, vous le disiez sur Stellantis, vous dites 2027, qu'est-ce qui se passe? On voyait sur l'agriculture, mes enfants, est-ce qu'ils vont reprendre? Et c'est ce manque de visibilité, et là qui fait écho aussi aux difficultés politiques devant lesquelles on est, parce que quand on est dans cette instabilité politique depuis maintenant plusieurs années, eh bien, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de la visibilité sur l'avenir. François Hennequin, vous êtes infirmier libéral.
J'espère qu'on aura l'occasion de consacrer une émission de Sans filtre au problème de la santé et de la santé publique notamment, puisque on sait à quel point l'hôpital est en crise. Mais vous êtes infirmier libéral. Est-ce que vous vous êtes senti impliqué, concerné par cette journée? Oui sur le fond, non sur la forme, ou les deux? Oui, sur le fond. Sur la forme, je crains qu'hélas, ça ne soit pas forcément très efficace. J'étais assez d'accord avec les Gilets jaunes fut un temps. Il est clair que je ne crois pas que ça va améliorer grand-chose. Il y avait quand même pas mal de mouvements de grève dans la fonction hospitalière aujourd'hui. J'ai une double casquette quand même. Je voudrais présenter juste une chose, c'est que je suis à la fois libéral depuis 35 ans, mais aussi je travaille dans un DAC, un dispositif d'appui à la coordination, qui s'occupe à la fois de la gériatrie, de la cancérologie et des soins palliatifs et de l'accès aux soins. Et dans l'accès aux soins, justement, je parle par rapport au fait que vous voudriez éventuellement baisser, je dirais, l'action je dirais publique au niveau de la santé par exemple. Il faut savoir que en région parisienne, on pense toujours que c'est en province qu'on a un problème d'accès aux soins. La ville en France où on a le moins d'accès aux soins, c'est Houille, dans le 78, coincé entre Nanterre et je sais plus, je crois Sartrouville ou quelque chose comme ça. Donc voilà, très clairement, ça c'est quand vous dites que vous mettez je sais pas combien de temps pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Ben, très typiquement, les gens de Houille, ils ont ce problème. Pourquoi aussi Paris est aussi vraiment un endroit où on n'a pas beaucoup de possibilités de rencontrer des professionnels de santé parce que le prix du mètre carré coûte excessivement cher. Donc voilà, la santé va mal, va très mal. L'hôpital, on ferme des lits, on ferme des structures. Pour pas nommer un hôpital sur la région parisienne, dans la ville où je travaille, a été obligé de fermer ses urgences à 10h le matin cet été parce que 2 médecins en pouvaient plus, sont partis. Donc voilà un petit peu le problème. Juste pour revenir à mon travail d'infirmier libéral, juste une chose, j'ai été augmenté de 25 centimes l'an dernier du déplacement. Un infirmier se déplace pour 2,75 € brut. Ben voilà, ça coupe le souffle. Ça met un peu en colère. Ça coupe le souffle à tout le monde. Je voudrais m'adresser à vous, Jean-Philippe Wedman. Vous êtes avocat, vous êtes aussi chercheur sur les questions fiscales. Et ce que j'entends évidemment déjà dans les ruptures sous-jacentes à nos témoignages et au début d'analyse, c'est que on dit il faut que l'État se réforme, il faut que le poids de la dette publique, et Dieu sait qu'on en a entendu parler, baisse, et en même temps l'hôpital est en crise, l'université est en crise. Donc qu'est-ce qui se passe, puisque finalement on paye trop d'impôts, disent les uns, mais c'est les premiers à demander un service public médical performant, que l'école accueille tous les enfants, l'université le maximum d'étudiants. Comment on fait pour sortir de ces contradictions, j'allais dire, qui nous traversent chacun, puisque je crois que chacun d'entre nous, suivant l'heure de la journée, on est tenté de dire un truc et quelquefois son contraire quelques heures plus tard. Oui, alors je voudrais dire d'abord, je suis chercheur à l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Il y a un paradoxe tout de même, c'est que manifestement les gens ne sont pas contents. Il y a énormément de colère qui s'exprime, parfois de manière plus qu'excessive, parce qu'on a vu quand même énormément de violence qui est absolument inacceptable. Une nouvelle fois aujourd'hui, il faudrait quand même le dire. J'aime pas trop les amalgames. On a l'impression que c'était les mêmes personnes dans la rue. Aujourd'hui, on avait des bloqueurs, peut-être. On avait pas mal de casseurs aussi. Et il y avait des gens qui n'étaient ni bloqueurs ni casseurs. Donc, il faut quand même pas faire des amalgames sur toutes les personnes qui étaient dans la rue. Au-delà de ça, moi, ce qui me surprend toujours, c'est le fait que, premièrement, on est le numéro 1 mondial de la dépense publique, loin devant les autres. Deuxièmement, on est numéro 1 ou numéro 2 mondial de la fiscalité. Et au moment où je vous parle, on est numéro 1 mondial de la fiscalité. Comment est-il possible, en ayant ces deux facteurs, que les services publics soient aussi mauvais en France, que je sois incapable de vous citer une grande entreprise publique ou un service public qui fonctionne de manière convenable? Comment se fait-il qu'on soit dans cette situation? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que l'idée qui est très présente actuellement, selon laquelle il faut absolument augmenter les impôts sur certains, alors que ça ne porterait au demeurant que sur des sommes assez dérisoires. Je vous rappelle quand même que la dépense publique est de plus de 1600 milliards, largement plus de 1600 milliards d'euros. Et là, en fait, on parle peut-être pour certains de 15 ou 25 milliards d'euros. Donc c'est
extrêmement éloigné des réalités budgétaires. Symboliquement, on peut comprendre que ça résonne pour beaucoup de gens en disant c'est un peu normal que les plus riches contribuent davantage. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je veux dire, il ne faut pas raisonner comme ça. Je partage le point de vue qui a été exprimé tout à l'heure. Il faut arrêter d'opposer des gens. Il n'y a pas d'un côté des bons et de l'autre côté des mauvais. Pardon, sans les opposer, il y a d'un côté des riches et de l'autre côté des pauvres. Oui, mais ça, j'ai bien peur qu'il y ait deux possibilités. Soit il y aura toujours des riches et toujours des pauvres, soit il n'y aura que des pauvres. Et donc, le système français, c'est que malheureusement, on s'appauvrit de plus en plus. Et juste dernier point, monsieur représentant des entreprises a eu tout à fait raison de dire. Et ça, c'est un des problèmes, c'est qu'on vit mal en France. C'est un indicateur parmi d'autres, mais le produit intérieur brut en France, il est médiocre. Il est médiocre. On a un produit intérieur brut total qui est élevé parce que nous sommes un pays à forte population pour l'Europe, mais individuellement, nous vivons mal de manière très générale. Merci. Lise, quelqu'un dans le public veut parler. Je ne sais pas du tout ce qu'il va dire. Donc allons-y. Michel, parce que le principe, c'est que vous avez des invités passionnants, mais le public aussi dans cette émission peut réagir. Et justement, je suis avec Louis, qui est le président des Jeunes En Marche, donc plutôt favorable au parti d'Emmanuel Macron. Et toi, depuis tout à l'heure, je vois que tu n'es pas forcément d'accord avec ce qui se dit, notamment pas d'accord avec le fait d'avoir essayé de bloquer la France aujourd'hui. Non, en effet, merci beaucoup de me donner la parole. J'entends effectivement beaucoup de prises de parole qui sont à la fois très intéressantes. Parfois, j'entends des choses erronées aussi. Et à la fin, je me demande en fait quel était l'intérêt d'une journée comme ça de vouloir tout bloquer. Parce que certes, il y a des colères qui sont sûrement parfois d'ailleurs très légitimes. Et parce que effectivement, je suis président des Jeunes En Marche, mais je parle aussi aujourd'hui juste en tant que jeune. Et il y a des choses qui ont été faites depuis 2017. Certaines n'ont peut-être pas encore eu le temps d'aboutir, mais notamment quand je pense à cette maman célibataire qui parlait à Solo. Qui parlait, eh bien c'est la volonté de simplement pouvoir remettre les pensions directement via la CAF, de pouvoir les prélever directement. Ce sont des avancées qui certes sont pas immenses, mais qui au quotidien permettent d'avancer. Et donc juste sur le fait de bloquer, faut pas opposer, comme le disait tout à l'heure monsieur, à la fois les générations, mais en même temps, faut pas non plus opposer les riches, les pauvres. Et à la fin, notre génération, nous, a juste besoin de pouvoir vivre comme il faut. Et donc bloquer pour qui, pourquoi? Moi, si j'en veux à quelqu'un aujourd'hui, c'est à la classe politique, à une partie de la classe politique, à certains responsables de la classe politique, qui aujourd'hui, au lieu d'être responsables, sont plutôt des irresponsables. Et si la situation de la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, et les colères et les revendications qui sont beaucoup des vôtres, c'est simplement parce qu'on a des personnes qui ont poussé à la dissolution, qui ont poussé à la motion de censure, et à la fin, on s'en sort plus. On peut plus avancer. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de réformes, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées simplement à cause de ça. Merci beaucoup, Louis. De vos propos dans la traduction politique, on va évidemment l'aborder, mais peut-être avec vous, Yuli Yamamoto, vous êtes porte-parole d'Attaque, et c'est certainement le point de vue, j'allais dire, d'Attaque, c'est un point de vue très politique. Vous avez appelé à cette mobilisation, et pour vous, c'est une des manifestations anti-système que vous prenez en général, ce mode d'action. Cette mobilisation, elle est soutenue par un Français sur deux, c'est pas pour rien, ça a été dit. On est en fait dans un processus, on est dans un continuum, on est dans une réaction à ces années de politique de destruction de notre modèle social, de politique qui laisse tomber les gens. Et je voulais réagir justement sur, on est apparemment champion donc de la fiscalité, etc. Mais on oublie quelque chose déjà. La population a considérablement augmenté, mais les moyens des services publics n'ont pas augmenté. Donc à partir du moment où on a une augmentation, une population qui augmente, mais que les moyens des services publics n'augmentent pas, oui, mécaniquement, il va y avoir un problème. Sur la question de la dette, effectivement, c'était l'argument massu de Feu Bayrou, mais reste que la dette... Il n'est pas mort, il est juste plus Premier ministre. Il n'est pas mort, mais ce que je veux dire, c'est voilà, qu'il n'est plus ministre, effectivement. Et donc, sur la dette, oui, nous, on a un vrai souci. On pense qu'il y a un enjeu à déconstruire le mythe de la dette. La dette, sur la question des dépenses publiques, les dépenses publiques sont stables depuis longtemps. Depuis 2017, notamment, si on veut parler depuis les quinquennats d'Emmanuel Macron. Et c'est l'OFCE
l'OFCE lui-même, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui pointe le fait qu'on a un souci au niveau des recettes. Et nous, ce que nous avons pu démontrer, c'est qu'au niveau de la dette publique, le problème des recettes, c'est qu'on a 207 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales. Alors j'entends qu'on ne doit pas opposer, mais reste qu'il y a des records en France. L'année dernière, la France est hissée top 3 au niveau des millionnaires. Elle est championne d'Europe de versement des dividendes. Et en même temps, eh bien, elle a battu le record de taux de pauvreté avec près de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a un moment, il va bien falloir trouver des solutions. Et c'est pas en faisant payer la population qui s'est déjà suffisamment serré la ceinture qu'on va s'en sortir, parce que ce budget de 40 milliards, malheureusement, il ne sera effectivement pas suffisant pour faire face aux défis de notre temps. Et justement, la solution, c'est de résoudre l'inégalité fiscale. Actuellement, on est dans une situation, il y a une profonde situation d'inégalité fiscale. C'est ce qui était ressorti comme revendication principale du mouvement des Gilets jaunes, l'injustice fiscale. C'est aussi ce qui ressort aujourd'hui. La majorité de la population pense qu'il y a un problème au niveau de la taxation de l'hyper-richesse et des hyper-patrimoines. On ne veut pas opposer les gens, mais reste que quand on a 500 plus grandes fortunes qui possèdent 40% du PIB français aujourd'hui, donc en 30 ans ça a été multiplié par 7, c'est difficile d'entendre aux gens de se serrer la ceinture. Honnêtement, vous êtes satisfaite de la mobilisation aujourd'hui? Vous n'espériez pas plus et mieux? On est satisfait parce que les chiffres qui ont été annoncés, donc 175 000 pour reprendre ceux de la préfecture, plus pour d'autres organisations, reste que le ministère de l'Intérieur avait prévu 100 000 personnes. Donc déjà, on est à presque le double prévu. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de personnes. Là où on a une satisfaction, c'est qu'on a eu plus de 1000 appels à la grève, plus de 300 blocages. On a eu des blocages symboliques qui ont un impact, comme par exemple le musée du Louvre, le musée d'Orsay qui était fermé, mais également l'entrepôt d'Amazon. Honnêtement, il y a eu beaucoup de manifestations, on en a vu beaucoup, Élise nous en a parlé. En même temps, vous ne pouvez pas nier, c'était des manifestations minoritaires. C'est-à-dire, on sait ce que c'est que des grands mouvements de masse, y compris par rapport aux Gilets jaunes, c'était beaucoup moins que ça. Alors, il y a plein de raisons, hein. Peut-être l'ombre de la récupération politique de certaines forces ont fait que des gens peut-être les initiateurs de ce mouvement, hein, on se souvient, hein, c'est né sur les réseaux sociaux de façon assez informelle. À partir du moment où LFI et tout a apporté son soutien militant, ça a pu dissuader des gens. Mais vraiment, honnêtement, c'est le symptôme de quelque chose. On peut dire que c'est une journée de grande mobilisation populaire. Alors il faut, me semble-t-il. Sur un mouvement, ça se construit. Le 10, c'est un commencement. Il y a d'autres appels à mobilisation. Cela va continuer, notamment le 18 à l'appel de l'intersyndicale, et puis aussi le 28, la marche climat, justice, liberté. Donc reste que on ne peut pas juger un mouvement en 24 heures. Hein. Les Gilets jaunes, ça a pris une ampleur progressive. Là, c'est la même chose. Oui, mais il y avait un mot d'ordre bloquons tout. Ça n'a pas tout bloqué. Il y a quand même eu plus de 400 actions et 300 blocages. J'entends. Lise veut faire parler encore quelqu'un du public. Je ne sais absolument pas où elle est. Elle est derrière. Voilà. Je suis avec Dina. T'as vu la confiance que je te fais? Ah oui, j'adore. Mais je peux me promener, je peux aller voir qui je veux. J'adore cette émission. Je suis avec Dina qui réagit à tout ce que vous exprimez depuis tout à l'heure. On vous a vu lever les yeux au ciel. Alors je précise que vous êtes élu ici à Saint-Ouen pour le parti écologiste. Et vous, cette idée qu'il ne faut pas opposer les gens les uns aux autres, c'est beaucoup trop facile à dire, surtout si on est de droite et si on est riche. C'est ce que vous m'expliquez. C'est ça. C'est ça. Alors moi, alléger les budgets en direction de la solidarité, c'est pas possible. Quand on fait des cadeaux insensés aux entreprises à plusieurs centaines de milliards d'euros sans aucune contrepartie, donc moi, ça me fait bondir forcément. Ce que partagent le retraité, l'étudiante et la mère de famille monoparentale que je suis également, c'est la pauvreté et c'est une réalité. Alors, ne pas opposer les familles riches qui ne contribuent pas à hauteur de ce qu'elles perçoivent, c'est une honte, c'est vraiment une honte. Quel est le milliardaire à qui on a fait cadeau de plus de 500 millions d'euros ? Est-ce que le contribuable lambda a des cadeaux de la part de l'administration fiscale? Est-ce que c'est pas un peu démago et un peu simpliste? Je ne suis pas le défenseur attitré des milliardaires dans ce pays, mais ces milliardaires-là, c'est des chefs d'entreprise qui investissent, qui créent de la richesse, qui créent des emplois. Alors on peut trouver l'écart entre les plus riches et les plus pauvres scandaleux, mais
cette manière de penser que, en gros, les 200 familles, on leur ferait rendre gorge, tout irait mieux, c'est quand même quelque chose que dans ma mémoire d'ouvrière, on l'entend depuis 1936 et on sait que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais je vais conspuer aussi les responsables politiques, parce que les responsables politiques ont leur responsabilité. Oui, parce que vous êtes le monsieur élu. de la Macronie là, qui nous parle de monsieur Macron qui a fait tout bien, ça fait 8 ans que c'est n'importe quoi en fait. La gestion financière de ce pays, il y a quand même bien des responsables, faut se le dire très sereinement. Attendez Dina, je crois qu'il y a Stéphane Manigold qui veut réagir. Madame, j'aimerais juste vous répondre sur quelques points. Le premier, c'est que le grand gagnant de cette manifestation qui n'a pas mobilisé les 30 millions d'actifs de ce pays, le premier gagnant, c'est le capitalisme. C'est Amazon, c'est Deliveroo, c'est Uber Eats, et les grands perdants, ce sont les commerçants en dur, madame, en boulangerie, qui emploient des salariés, qui payent au modèle social que nous défendons tous. Mais madame, vous êtes élu vert. Que dites-vous à Jordan, ici présent, qui... Pardon ? Jonathan, ici présent, qui ne sait plus comment son entreprise automobile va pouvoir lui proposer un emploi. Vous avez lutté pendant des décennies, vous avez banni la voiture, vous avez considéré que l'automobiliste était un criminel. Les conséquences de cette politique, c'est que justement, eh bien, vous n'aurez pas d'emploi. On ne peut pas d'un côté faire la promotion d'un anti-système dogmatique et de l'autre côté ne pas assumer les conséquences. La vérité, madame, c'est que dans ce pays, vous voulez tuer les riches, moi je veux qu'il y ait plus de riches et je veux éradiquer la pauvreté. Et je souhaite, et c'est ce que nous devons tous souhaiter collectivement, c'est d'éradiquer la pauvreté. Parce que je vous regarde dans les yeux, madame, je suis un enfant pauvre, je vous le dis, et la seule fois de ma vie où j'ai volé, c'est pour manger, nourrir mes frères et ma sœur. C'est la seule fois de ma vie où j'ai volé. J'en ai honte, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Alors moi, je ne veux pas opposer cette France. Et nous devrons tous collectivement considérer que la chance, c'est l'autre. Sinon, vous ne pouvez pas dire aux extrêmes qui considèrent que le rejet, l'immigration, ce n'est pas une chance. Moi, je considère que l'autre, quel qu'il soit, à partir du moment où il est honnête, à partir du moment où il a envie de travailler, à partir du moment où il a envie de s'en sortir de la société, c'est une véritable chance pour nous tous, pour notre socle commun. Driss Saïd Youssef, je vous ai présenté tout à l'heure comme un spécialiste de la sécurité. Je dois passer devant les caméras, mais c'est le jeu de l'émission. On a parlé tout à l'heure du blocage. On avait des avis divergents sur le succès de cette mobilisation. Le ministre de l'Intérieur s'est félicité du déploiement de 80 000 policiers en disant qu'il avait empêché finalement le blocage promis du pays. Moi, je m'interroge sur cette mobilisation à répétition de forces de l'ordre dont certains membres doivent pourtant trouver un écho ou entendre un écho de leur propre mode de vie. Parce que quand on est policier, je mets de côté les violences dont ils ont été l'objet tout à l'heure, mais quand on est policier, qu'on revient chez soi, généralement, c'est dans un HLM, une cité, et les problèmes de fin de mois, on les connaît aussi quand on est fonctionnaire de police. Alors, merci, bonsoir. Alors, vous avez complètement raison. Je pense que d'abord, quand on parle des policiers et des gendarmes sur cette mobilisation de 80 000 policiers et gendarmes pour cette journée de mobilisation, c'est important. Des policiers et des gendarmes ont été rappelés avec des congés qui ont été annulés. C'est vrai que, et ça a été toute une discussion, en tout cas tout un débat, y compris pendant les Gilets jaunes, sur le fait que et des policiers et des gendarmes partageaient et partagent encore, et je ne me fais pas le défenseur des policiers et des gendarmes, mais les revendications des manifestants. Aujourd'hui, vous avez des policiers qui vivent dans des situations extrêmement précaires. Vous avez, je ne sais pas, en 2024, ça doit être comme quelque chose de 53, 54 suicides de policiers et de gendarmes. Policiers et gendarmes. Vous avez des centaines de policiers et de gendarmes qui sont suivis chaque année pour des conduites dites addictives, c'est-à-dire qui consomment de la drogue parce que il y a un environnement qui est quand même assez violent. Il faut ne pas oublier non plus qu'au sein de la police et de la gendarmerie, il y a aussi un mode de management qui quelquefois peut poser une difficulté. Donc ça, c'est aussi leur quotidien, le quotidien qu'ils vivent, et dans des contextes compliqués où ils ont affaire quelquefois
à des violences, hein, puisqu'ils sont caillassés. Donc voilà. Donc après, à côté de ça, il y a aussi une fatigue et une lassitude, pour prolonger, pardonnez-moi mon propos, des policiers, enfin des forces de sécurité intérieure, sur le fait que la violence augmente dans notre pays et qu'il y a une insécurité, j'entendais monsieur dire à raison, et une insécurité qui est croissante malgré des moyens qui ont été déployés, qui sont quand même relativement importants. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le débat public. Monia, vous vouliez parler, je vous tends mon micro. Oui, je voulais, merci encore. Je voulais rebondir sur les propos sur la pension alimentaire, ce qui avait été mis en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors non, ça marche pas du tout en fait. Il faut attendre au moins 4 ou 5 mois parce qu'en fait, on rebondit sur le problème des moyens des services publics. Alors, tout ça, accoucher de ça, et l'extension du complément mode de garde jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales, c'est super sur le papier. Sauf que, à côté de ça, on enlève toutes les majorations pour handicap, pour monoparentalité, bon, chercher l'intrus. Et surtout, en fait, après avoir fait toutes les simulations et tous les calculs, il y a au moins 40% des foyers qui sont pas du tout bénéficiaires et qui perdent de l'argent. Donc, on déshabille Pierre pour habiller Paul, en réalité. Et en plus, les services publics dysfonctionnent. Il manque énormément de moyens pour la CAF, notamment. Donc attention, on n'est pas dans des postures victimaires, on n'attend pas tout de l'État. Néanmoins, quand on cotise pour des services, quand on cotise, on s'attend à avoir à minima les aides auxquelles on a droit. Moi, j'en ai aucune en l'occurrence. Mais quand je pense à mes adhérentes qui doivent attendre parfois 3, 4 mois, 6 mois, 8 mois pour avoir un retour de mail de la CAF, c'est juste inadmissible. Parce qu'à côté de ça, les impôts, eux, ils vous lâchent pas, ils vous loupent pas. Quand vous ratez une mensualité, le lendemain, vous avez un courrier. Quand votre loyer est prélevé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez à votre bailleur, que la CAF vous a pas encore payé, que votre dossier est en train d'être étudié. Ça fonctionne pas. En réalité, il y a des dysfonctionnements un peu partout dans le service public qui fait que ça entraîne un vrai déclassement pour beaucoup de personnes, et notamment les familles monoparentales. Gilles, je reviens vers toi parce que quelque chose me frappe dans ce qu'on entend et puis dans le débat public en général. C'est pas nouveau sous le soleil, mais je trouve que ça s'aggrave. Il y a quand même une sorte, suivant le point de vue où on se place, de recherche effrénée du bouc émissaire. Alors c'est les 200 familles de milliardaires pour les uns, c'est les immigrés pour les autres, c'est les assistés pour les actifs, les bénéficiaires d'aide par rapport aux salariés. C'est-à-dire, on a l'impression, je parlais tout à l'heure d'une société fragmentée, que c'est pas seulement, c'est comme une bombe à fragmentation. C'est-à-dire, il y a des fragmentations successives qui font que, y compris des mouvements collectifs, sont eux-mêmes minés de l'intérieur par ces fissures-là. C'est intéressant ce que vous dites, parce que on a fait, il y a... Je suis content de t'avoir invité. Un peu plus d'1 an, on avait fait une enquête. On a essayé de dessiner avec les Français ce que serait pour eux la société idéale. Et on s'extrait de la situation dans laquelle vous êtes, mais dans l'idéal, et on leur posait toute une série de questions sur où est-ce que vous voudriez habiter, les transports, le travail, les loisirs, la famille, etc. Et on avait commencé par une question ouverte. Si vous deviez décrire ce que serait pour vous la société idéale, vous diriez quoi? Et ce qui m'avait frappé, en fait, ça fait exactement écho à ce que dit Michel à l'instant. Il y avait d'abord la nostalgie. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Alors le avant, selon les générations, c'était pas au même moment, mais c'était avant. Et la deuxième chose, c'est la France telle qu'elle est, moins quelque chose. Si vous m'enlevez quelque chose, alors le quelque chose, c'était pour certains les immigrés, pour d'autres les inégalités. Si vous m'enlevez Le Pen, si vous m'enlevez Mélenchon, si vous m'enlevez Macron, alors là, ça irait bien. Bon, et donc, il y a ça, cet élément du bouc émissaire. Et puis peut-être, je termine par l'autre point sur la justice sociale qu'on a vu, évidemment, débat qu'on a vu émerger. On l'a vu émerger sur quelque chose d'un peu nouveau, qui est la question du patrimoine, et notamment du patrimoine des 500 ou des 1000 familles les plus riches. Toujours dans cette enquête sur la société idéale, on avait posé une question, et la réponse m'avait surprise sur, dans l'idéal, ça serait quoi sur les revenus, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Et on avait plein de propositions, de 1 à 2, 1 à 5. Alors le suspense, vas-y. 60% des Français disaient au maximum un écart de 1 à 10. De 1 à 10. C'est d'ailleurs
évidemment beaucoup moins que ce que Et aujourd'hui, on est à quoi? On est très au-delà, même si, il faut le dire, la France est un des pays dans lesquels les inégalités, et notamment les inégalités de revenus, sont les plus faibles et dans lesquels la redistribution est la redistribution. plus forte. Mais la société idéale, c'était un peu plus que ça. Lise est quelque part et demande la parole avec un invité. Je suis derrière vous, Michel. Toujours. C'est mon destin. Allez-y. Je suis avec Thibaut qui voulait réagir aussi. Alors Thibaut, tu m'expliquais que tu es un jeune père de famille, que tu as voté pour Emmanuel Macron, mais que maintenant tu es plutôt un déçu du macronisme. T'es pas vraiment pour tout bloquer. En tout cas, tu as l'impression que là, on dresse un portrait un peu trop sombre de la France et qu'on parle trop des dysfonctionnements et pas assez de nos atouts. Oui, bonjour, tout va bien. Effectivement, Thibaut Rouillac, coach agile, père de famille. Effectivement, je veux pas pour diviser les gens, mais là, on est dans un problématique très franco-français. Et je pense que notre pays est magnifique. Il a une histoire millénaire. Il a des personnages historiques qui sont passés sur notre terre. Ici, ce lieu, je pense qu'il y a plein d'histoires à Saint-Ouen ou ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est qu'on oublie l'Union européenne, qui fait partie de l'équation. On n'est pas les mains libres en France. Nos hommes politiques ont beau proposer plein de choses et faire du bruit. Malheureusement, on est quand même pieds et mains liés par pas mal de décrets, pas mal de lois qui nous dépassent. Et voilà, on est dans un monde occidental. On a une histoire, la France. Faut pas qu'on l'oublie. On a notre langue française, elle est partagée dans le monde entier. Et on n'est pas tout seul. Faut arrêter de se sortir, regarder le nombril et regarder un peu plus vers le ciel. Et voilà, un peu garder espoir, essayer de trouver un peu de messages positifs. C'est pas facile, mais prenez un Vélib, baladez-vous dans Paris, faites du sport, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Ben voilà un beau programme électoral. Nicolas. Oui, brièvement, je voulais répondre à madame qui est élue écologiste, très gentiment, bien entendu, dans la joie et la confraternité, mais juste pour répondre sur les cadeaux aux entreprises, et on conteste le qualificatif de cadeau. Vous faites référence avec les 200 milliards au rapport du Sénat très récent, dont on conteste d'ailleurs un peu la présentation des choses. En réalité, les cadeaux aux entreprises qui n'en sont pas, ce sont des soutiens du fait du défaut de compétitivité de l'économie française par rapport à ses concurrents. Quand on met les réductions de charges, c'est lié au fait que le coût du travail est plus élevé en France qu'ailleurs et que s'il n'y avait pas ces réductions de charges, eh bien, ce serait encore plus catastrophique que d'être compétitif par rapport à nos concurrents à l'étranger, en Europe et hors des frontières de l'Europe. Et puis, l'Europe et la France ne sont pas une île, évidemment. Quand on voit les aides aux entreprises qui ont été décidées aux États-Unis ou en Chine, par exemple, si ces soutiens aux entreprises françaises n'existait pas, eh bien, la situation économique de notre pays serait encore pire. Et n'oublions jamais que l'argent public est de l'argent privé qui a été transformé. Sans création de richesse, il n'y aurait pas de soutien au secteur public. Secteur public qui va pas si mal que ça, hein, d'ailleurs, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais voilà, on a un hôpital qui connaît de grosses difficultés, mais qui reste quand même extraordinairement performant. L'école continue quand même à accueillir des enfants et à les élever. Enfin bref, on peut peut-être aller dans le sens un peu de tempérance. Dans les 2 minutes qui nous restent, on a commencé l'émission avec Jonathan, on va quasiment la finir avec lui. Merci, je vais faire très court. Je veux juste rebondir par rapport à la richesse. Il ne faut pas oublier qu'aussi c'est les salariés qui créent la richesse. D'accord ? Et je veux aussi rebondir sur ce que la dame a dit par rapport aux prochaines actions. Nous aussi, la CGT à Poissy, on va en faire d'autres. Stellantis a été créé en janvier 2021. Fin 2024, c'est 52 milliards de bénéfices. Au moment des augmentations générales, on nous a donné 1,3%. Pour un salaire à 1 500 €, ça fait 19,50 €. Donc, je veux bien, on peut entendre plein de choses, mais au bout d'un moment, je vais parler de Poissy, tout est au vert. Il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il faut que vraiment, ils continuent à nous fournir un nouveau véhicule et qu'on ait un maintien d'emploi. Et je voulais juste finir que si même, en dehors des 2500 salariés qu'il y a, l'usine ferme, il n'y a pas que nous qui serons concernés. Il y a aussi la boulangère du coin, il y a aussi tous les commerces qui sont à côté et on va aller sur une catastrophe vraiment... À Poissy, il y a une vraie inquiétude sur la fermeture. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, voilà, excusez-moi, je vous ai coupé. C'est que des citoyens sont aussi venus à notre rassemblement. On a distribué un tract et il y avait aussi des petits commerçants qui sont venus parce que l'impact va être monstrueux si l'usine est amenée à fermer. Voilà. Allez, un dernier mot, mais très court, hein, parce qu'il nous reste 1 minute 30. Juste en 2 mots pour être positif, puisque une personne disait qu'il fallait être positif. Plutôt que de bloquer, plutôt que de casser, il faudrait libérer.
L'UNEF, non, le retraité ou l'UNEF, choisissez. Non, mais il y a plusieurs choses relativement... Non, très vite, hein, il nous reste une minute. En très très rapide, il y a plusieurs choses assez aberrantes qui ont été posées, mais je pense qu'il y a un truc qui est important de poser, c'est les effets d'annonce. Et je voulais répondre au monsieur macroniste derrière. 60 000 logements annoncés par Emmanuel Macron en 2022, 8% de construits, parce que pourquoi pas. Et ça, c'est une continuité qu'on a tous aujourd'hui autour de la table. C'est-à-dire qu'on nous annonce plein de trucs au quotidien, en permanence. Nous sommes noyés sous l'information et il n'y a pas un truc qui aboutit. Et c'est insupportable. Et face à la pauvreté et à la misère des gens, et notamment étudiantes, peut-être un peu moins d'effets d'annonce et un peu plus d'action de terrain. Le retraité, alors, justement. Justement, je ne reprends pas le terme de bouc émissaire. Moi, je ne cherche pas de bouc émissaire, mais il y a des constats à faire. Monsieur dit que la fiscalité est la plus haute en France, mais il faut aller dans le détail. En tous les cas, au moins dans la différence. Tout le monde ne paye pas à la hauteur de ce qu'il devrait payer. Les plus grandes fortunes en France payent moins de 2% sur leurs revenus, d'impôt sur leurs revenus. Quand vous allez chez McDonald's et que vous passez votre commande, sur une borne, vous détruisez de l'emploi, vous détruisez le modèle social. Oui, c'est ça. C'est ça. Détruit l'emploi. C'est là qu'il faut taxer. Moi, j'en ai créé toute ma vie des emplois et j'y ai participé. C'est fini, c'est frustrant forcément parce que personne n'a assez parlé. On a essayé de rendre compte comme ça, au feeling, de ce qui traverse aujourd'hui la société française. On aura d'autres occasions de le faire. Un grand merci à tous les participants et au public pour la tenue de ce débat. On était en direct intégral. Je rends l'antenne et je vous dis à bientôt.